Donc le titre de cette intervention, c'est « De l'aventure politique à la politique en aventure, le cas des journalistes de Panopticon dans un univers cyberpunk ». Donc trois petits caveats avant de commencer. Je vais lire mon texte, parce que sinon tenir 20 minutes, c'est uniquement dans le rêve des organisateurs. J'emploie aussi le terme joueuse, et c'est bien entendu indiscriminant, joueur, joueuse, c'est juste que bon, voilà. Et on m'a bien répété de donner mon plan à l'oral pour que ce soit clair. Donc, introduction. Friedrich Nietzsche a dit « La politique, c'est dire le monde que l'on veut ». À moins que ce soit une citation d'Abraham Lincoln, Internet n'est plus très fiable aujourd'hui. Par politique, je veux parler de la vision du monde qu'entretient chacun concernant les rapports entre les gens, les hiérarchies sociales, le partage des richesses, les droits individuels et collectifs, l'utilisation des ressources naturelles, les valeurs morales et éthiques, etc. La politique en tant qu'absolu idéologique et pas sa métonymie rôliste, à savoir les complots de salon, les discussions sans fin et les mesquineries habituelles entre factions rivales qui se déchirent pour un morceau du gâteau. La politique donc comme un vouloir le monde. La place de la politique en JDR est rarement pensée par les créateurs et les meneurs de jeu, qui sont pourtant les principaux démiurges qui ont pour tâche de vouloir le monde au début, et encore moins souvent par les joueuses elles-mêmes. Tout d'abord parce que le JDR est une activité consensuelle. C'est un groupe de personnes qui doivent trouver des références culturelles communes, leur permettant de jouer ensemble et de prendre du plaisir. Cela explique peut-être la prédominance des univers medfans et le peu de place laissée aux questions morales. Même les quelques fondamentaux universels, tu ne tueras point, tu ne voleras point, sont bien souvent ignorés. C'est un jeu, on est là pour s'amuser, pour se défouler, pour transgresser. Ensuite, parce que pour le meneur de jeu comme pour les joueuses, instiller de la politique autour de la table peut soit exiger d'aller au-delà de ses préjugés et de sa culture politique héritée, celle de son milieu social, de ses origines familiales, de son cercle de proches, et donc se forcer à sortir de sa zone de confort, à contempler des sujets délicats et à prendre des positions plus réfléchies. Soit cela peut être perçu comme une intrusion dans l'intime. Et on sait que jouer des sentiments amoureux ou autres, ou professer des préférences personnelles, est souvent délicat et compliqué. Enfin, nous pratiquons essentiellement du jeu d'aventure dans la grande tradition du roman d'aventure et du pulp. Le monde est posé, il subit un déséquilibre, local ou global. Des héroïnes réparent les choses ou les empêchent d'empirer, et le monde revient à l'équilibre. Il n'est pour ainsi dire jamais question de changer le monde en profondeur, c'est une terre à jamais identique. La dichotomie est peut-être encore plus profonde. Il existe des différences de nature probablement irréconciliables entre l'aventure politique personnelle d'un militant, d'un activiste, d'un élu, et la politique que l'on peut vouloir intégrer à un jeu d'aventure. Des différences de forme, de temps d'investissement ou simplement de définition. La même différence qu'entre une opération militaire sur le terrain et un FPS sur grand écran par un après-midi pluvieux. L'aventure est souvent une récompense à court terme, un plaisir immédiat, une validation des désirs, qui a peu à voir avec le temps long et la frustration du vouloir réfléchi. Il est cependant un genre en particulier, le cyberpunk, qui est plus que d'autres, sans doute, capable d'intégrer naturellement ces deux éléments, politique et aventure. Nous allons voir comment s'articulent ces deux notions au travers de l'exemple des journalistes de Panopticon, l'une des options de jeu de Nanochrome, un jeu de rôle dans un univers cyberpunk. D'une part, la politique comme vecteur des valeurs, de comportement et de vouloir, capable de transformer le monde en profondeur. D'autre part, l'aventure comme vecteur d'assouvissement des désirs immédiats et des pulsions. Enfin, nous verrons s'il existe des moyens de réconcilier ou de combiner politique et aventure en jeu de rôle. Donc, première partie, l'aventure politique. Le cyberpunk est un genre littéraire qui est apparu au début des années 80. C'était de l'anticipation anti-utopiste et sombre. Le cyberpunk nous parlait de cybernétique, de réseaux télématiques mondiaux, de méga-corporations, de pollution, de pauvreté endémique, de violence institutionnelle, etc. 30 ans plus tard, ce n'est plus de l'anticipation, mais un tableau relativement fidèle de notre Terre. Aujourd'hui, le cyberpunk classique, c'est-à-dire non transhumaniste, peut être défini comme une sorte d'univers contemporain, matiné de noir, auquel on ajoute une couche d'exotisme technologique et une touche d'anticipation. Juste de quoi prendre un peu de distance et jouer avec des concepts brûlants sans avoir d'y toucher. Le cyberpunk est donc un type d'univers éminemment politique, car il est le miroir de nos sociétés et donc de nos choix, ou en tout cas des choix d'une majorité de nos contemporains. Le cyberpunk véhicule naturellement les innombrables valeurs sociales, morales, politiques de notre temps et les questions afférentes. Le noir lui-même est traditionnellement le support d'une critique sociale, tandis que l'anticipation permet de poser de nouvelles questions ou d'imaginer des possibles. Nanochrome est un jeu cyberpunk, dont la deuxième édition est sortie en septembre 2015. Le jeu lui-même est extrêmement classique dans son approche. Les corporations orbitales règnent sur une Terre tout entière capitaliste. Une matrice globale couvre le monde. Il y a les très riches des enclaves corporatistes et les très pauvres des anarzones. Le jeu propose 3 options pour les joueuses. Elles peuvent incarner des mercenaires des rues à la recherche de contrats paramilitaires divers. Elles peuvent jouer des agents corporatistes
au service de l'une des orbitales, ou elles peuvent rejoindre Panopticom et devenir des journalistes d'investigation clandestine, préparant des reportages de fond pour une émission diffusée sur la Matrice. C'est de cette dernière option dont nous allons parler. Panopticom est donc une émission régulière diffusée sur la Matrice mondiale de Nanochrome. On ne connaît pas les producteurs de cette émission, mais ils sont recherchés dans plusieurs pays, de même que les nombreuses cellules qui fournissent les investigations. Panopticom fait du reportage de fond, révèle des scandales et informe un public toujours plus grand. Dans le jeu, le groupe des personnages constitue une cellule de Panopticom. Leur objectif est de monter des dossiers et des reportages complets, à la fois audiovisuels et écrits, concernant des scandales écologiques, politiques, financiers, humains, et impliquant aussi bien des corporations que des ONG ou des personnalités. En bref, comme le disait Joseph Pulitzer à propos de la mission des journalistes, et je cite, « Il n'est pas un crime, pas un truc, pas un sale coup, pas une escroquerie, pas un vice qui ne perdure sans le secret qui l'entoure. Exposez ces faits au grand jour, décrivez-les, attaquez-les, ridiculisez-les dans la presse, et tôt ou tard, l'opinion publique les chassera. La publicité n'est peut-être pas la seule chose nécessaire, mais c'est une chose sans laquelle toutes les autres démarches resteront vaines. » Le travail des journalistes est ainsi la clé d'entrée pour pouvoir vouloir le monde d'une certaine manière. Le journalisme rend compte, témoigne, enquête, révèle. Il aide à voir le monde tel qu'il est et non pas tel que nos préjugés veulent le voir. Il nous permet de choisir des valeurs de manière informée et de les défendre. Alors qu'on soit clair, je parle de journalistes, pas de Fox News. Encore qu'en réalité, ce soit l'exemple parfait de l'utilisation de l'information pour défendre des valeurs précises et vouloir le monde d'une certaine manière. Dans Nanochrome, il n'y a pas d'injonction politique particulière. Même si l'auteur compare le travail de Panopticom à un mélange de Mediapart et de Wikileaks, il ne décide en rien de ce qui peut ou doit être joué à la table. Bien sûr, sa sensibilité politique, c'est-à-dire la mienne, et donc moi je peux le dire, je suis adhérent au parti de gauche, donc forcément je me place d'un certain point de vue. Donc ma sensibilité politique et la nature du monde peuvent laisser penser que les enquêtrices doivent afficher des sensibilités gauchisantes pour s'attaquer aux petits arrangements corporatistes habituels. Mais comme on le pointe dans le livre, rien n'empêche une table de joueuses sympathisantes de l'extrême droite d'incarner de courageuses journalistes travaillant à dénoncer les complots judéo-maçonniques et le cosmopolitisme des mégapoles du futur. Dans tous les cas, on voit que la notion même de journalisme commence déjà à replacer la question de la politique et des valeurs au centre du jeu. Les journalistes de Panopticom, comme la plupart des journalistes d'investigation, n'agissent pas avec des objectifs matériels définis, remplir une mission, gagner de l'argent, asseoir leur pouvoir, mais soit pour l'honnêteté intellectuelle que cela suppose et promeut, ce qui est une valeur en soi, soit pour la défense et l'avancement de valeurs sociales précises, en s'attaquant ou en dénonçant tout ce qui peut aller contre elles. En jeu, le meneur place une ou plusieurs situations initiales susceptibles d'attirer l'attention des personnages. Ils peuvent être témoins de quelque chose, mettre la main sur des documents curieux, entendre des rumeurs par leurs informateurs, être contactés par un lanceur d'alerte, etc. Les journalistes de Panopticom enquêtent, interrogent, cherchent des preuves, confrontent les témoignages, puis montent un reportage qui est diffusé s'ils remplissent plusieurs critères définis à l'avance. Ce qui provoque la nécessité pour les joueuses de lancer l'enquête, c'est la perception qu'elles peuvent avoir d'une situation particulière par rapport à une norme qu'elles fixent elles-mêmes. Une situation peut donc être parfaitement légale et pourtant soulever un énorme scandale moral. C'est un choix politique. Comparer les actions ou les comportements de certaines personnes par rapport non pas au monde tel qu'il est, mais au monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Cependant, changer le monde, même petit à petit, est un travail long, compliqué, parfois dangereux et souvent frustrant. Prenons quelques exemples. Combien de décennies pour que les femmes obtiennent le droit de vote ou simplement l'autonomie individuelle qui leur est due? Et le travail n'est pas fini. Les marches de Selma à Montgomery eurent lieu en 1965 pour que les Noirs américains puissent enfin voter. Ce fut un temps fort au milieu d'un processus d'émancipation qui courait déjà depuis un siècle et demi et qui, lui non plus, n'est pas achevé. En fait, toutes les luttes politiques qui ont lieu pour vouloir le monde autrement s'étendent sur des décennies et plus. Même le capitalisme financier a mis plus de 40 ans à s'installer solidement, petit à petit, de l'organisation des premiers chocs pétroliers aux récents pactes transatlantiques qui mettent en place des tribunaux corporatistes. Il n'y a pas que les prolétaires qui mènent la lutte des classes et l'économie de marché n'est pas un état naturel des choses, mais bien une construction culturelle réfléchie. Je ne prends ici que quelques exemples parmi une infinité d'autres à travers le monde. Des luttes locales, de défense de l'environnement contre un usage abusif par exemple, contre l'exploitation de certaines populations, ou globales, défense des droits LGTB ou d'un code international du travail. Dans le domaine de l'investigation journalistique, on peut se souvenir de l'exemple récent de Denis Robert. Après qu'il ait dénoncé en 2001 les pratiques de Clearstream, il a passé les 10 années suivantes devant les tribunaux, faisant face à plus de 60 procès, et il fut interdit jusqu'au dernier jugement de publier ses travaux. Et Clearstream continue ses affaires. Tous les lanceurs d'alerte sont les premières victimes des signaux qu'ils émettent.
Les journalistes d'investigation sont interdits de rédaction, emprisonnés, assassinés. Les militants, les activistes, les syndicalistes sont harcelés au quotidien par les autorités de leur pays, même en France. Cette dimension longue et frustrante du travail politique, l'impression de siffler dans un violon, d'agir pour que nos successeurs bénéficient peut-être de nos efforts, est difficile à rendre compte autour d'une table, si on veut garder l'attention des joueuses. Faire de la politique, agir pour obtenir le monde que l'on veut, est clairement une aventure. Cependant, il apparaît que ce n'est pas une aventure que les joueuses attendent d'un jeu de rôle. Donc, seconde partie, la politique en aventure. Cela pose donc la question de la manière dont les joueuses s'emparent réellement de la proposition de jeu de Nanochrome, en particulier le fait de jouer des journalistes de Panopticon. C'est-à-dire que cela pose la question de ce que les joueuses cherchent dans un jeu d'aventure et de la place qu'elles accordent à la politique d'une manière générale. Il est utile ici de rappeler que le jeu de rôle est un jeu, une activité de loisir, un espace de convivialité. On le pratique pour laisser à la porte ses soucis ou pour évacuer ses déplaisirs, ses frustrations et penser à autre chose qu'à sa vie quotidienne. Et bien souvent, nous laissons au vestiaire même notre cerveau. Nous pratiquons le JDR de manière sérieuse, mais ce n'est pas une matière sérieuse. Si on rate une séance, si on s'endort en plein milieu, si on enchaîne les fumbles, si on manque tous les indices du meneur de jeu, il n'y a pas mort d'homme. Bien entendu, nous nous investissons pour jouer mieux, plus intense, plus complexe, mais aussi parfois pour jouer sans façon, sans enjeu, sans urgence. Le jeu d'aventure permet cela et surtout permet de jouer à plusieurs niveaux d'intensité et de complexité. De la simple exploration mécanique d'une tour en ruine sur les frontières du royaume à la gestion d'une ville en état d'urgence pour cause d'épidémies de non-morts. D'ailleurs, les univers cyberpunk, même s'ils possèdent un sous-texte politique important, sont aussi extrêmement conservateurs, bien loin du terme punk associé à son titre, et bien souvent synonyme de TINA, There is no alternative. C'est un univers où le capitalisme règne en maître et a éliminé toute opposition sérieuse. L'argent est roi, la guerre des classes a été remportée par les très riches. C'est un cadre indépassable où le vouloir des joueuses compte peu. En fait, la question n'est même pas soulevée. Les corporations dirigent le monde. On s'accorde pour leur conférer les habits du méchant de l'histoire, mais même là, il y a des corporations plus méchantes que d'autres et des CEO plus gentils ou plus complices avec les personnages. Ces derniers, souvent des mercenaires des rues fauchées, ne remettent pas du tout en cause l'ordre établi. Ils sont pauvres, oui, mais c'est juste parce qu'ils ne sont pas encore millionnaires en crédit. Quelques bonnes affaires et ils tireront le gros lot. Même dans les propositions ludiques plus noires, comme Remember Tomorrow, les personnages ne cherchent qu'à survivre et à sauver leurs fesses, certainement pas à changer quoi que ce soit. Autour de la table de jeu, les joueuses et le meneur de jeu ne se posent pas plus la question de la validité de ce monde dominé par les corporations et les puissances privées qu'elles ne se posent la question des objectifs de leurs mercenaires. L'argent est au cœur de toute chose et tout est bon pour en obtenir. Voler, mentir, manipuler, tuer, etc. En fait, on mesurera une bonne équipe de joueuses à leur capacité à faire tout ça et à s'en sortir sans laisser de plume. Cette manière de jouer n'est pas propre au cyberpunk, cependant. Jouer sans politique, c'est-à-dire sans défendre de valeurs, est même inscrit dans les gènes du JDR. Les gobelins et les orques sont ontologiquement mauvais, n'est-ce pas ? On peut les tuer, détruire leur communauté sans vraiment y prêter attention, même si on incarne un paladin. Alors, je n'accuserai personne de fainéantise intellectuelle à ce sujet, je suis aussi coupable que tout le monde quand vient le moment de jouer. Même si mes méchants ressemblent plus souvent à des banquiers qu'à des gobelins, je leur prête la même malice originelle. Instiller nuance et subtilité dans le jeu est un véritable effort qu'on n'a pas toujours ni l'envie ni l'énergie de produire, et on n'a pas inventé le manichéisme pour les chiens. Je veux évoquer pour preuve de cette difficulté pour les joueuses d'intégrer la politique un autre jeu à l'influence cyberpunk que j'ai produit, l'univers d'Europa pour les 1000 marches. On est en 2050, les corporations ont perdu, et une immense communauté multiethnique, féerique et altermondialiste occupe le territoire de la Belgique. Au lieu de prendre cet univers comme une proposition ludique changeant le point de vue du cyberpunk, bon nombre de lecteurs ont eu un fort sentiment de rejet. Pour eux, c'était un univers politisé, c'est-à-dire les obligeant à intégrer de la politique en jeu, sans qu'ils ne se posent jamais la question de la nature des propositions classiques, donc les corporations dominantes, et donc de leur propre acceptation, voulue ou subie, des valeurs d'un monde capitaliste, construites par d'autres et considérées comme normales, quand bien même ce sont des idéologies aussi réfléchies que les contre-propositions qu'on leur oppose, et non un état de nature des sociétés humaines. Je viens d'évoquer la difficulté qu'il y a à intégrer la politique au jeu d'aventure parce que cela demande des efforts intellectuels ou parce qu'on n'a pas toujours l'ambition de fournir, des efforts intellectuels qu'on n'a pas toujours l'ambition de fournir, ou parce qu'il faudrait déjà vouloir se former une opinion politique, c'est-à-dire vouloir le monde qui nous soit propre. Et il existe un deuxième point qui rend tout aussi délicat le fait de jouer des journalistes, c'est le syndrome de gratification et de toute puissance des joueuses. Le jeu de rôle d'aventure est un amusement, et on joue d'abord parce qu'on veut se faire plaisir, parce qu'il y a une récompense à la fin, généralement arriver au bout du scénario et s'être montrée plus astucieuse ou plus chanceuse que les adversaires. Une bonne partie de JDR vaut toutes les lignes du coq du monde quand on s'en sort heureuse de ce que les personnages ont accompli.
C'est soudain beaucoup moins drôle quand la seule perspective à long terme, c'est de la frustration et encore plus de frustration. Les personnages enquêtent, découvrent des abus, les dénoncent et rien derrière. Le monde ne s'arrête pas parce que les joueuses viennent de mettre à jour un nouveau scandale sanitaire. Les avocats s'en mêlent, les coupables disparaissent dans d'autres filiales de la compagnie et les gens continuent de souffrir sans jamais être dédommagés. Il n'y a pas eu de Erin Brockovich 2. Pourtant, le cinéma et la télévision, les livres aussi, sont pleins de héros d'aventure qui prennent les choses en main. Et c'est passionnant, ça nous fait triper. Et on veut la même chose en partie. Quand dans Tekken, Brian Mills entend sa fille se faire enlever par un gang de mafieux albanais, il n'appelle pas la police, il n'organise pas une marche blanche. Il fonce à Paris, bute 31 personnes en l'espace de 80 minutes, tout seul comme un grand, et 20 de plus à Istanbul quelques années plus tard. Et on veut que nos personnages fassent la même chose, parce que c'est une fiction, parce que vaincre les méchants c'est gratifiant, et parce que les joueuses sont toutes puissantes et que rien ne les arrêtera. Surtout qu'elles ne risquent rien de plus, leurs fesses sur le sofa, que lorsqu'elles vont voir Liam Neeson au cinéma. On pourra me dire que c'est une manière de vouloir le monde que de le débarrasser de ses nuisibles. Certes. C'est surtout un outil pour retrouver l'état initial de l'univers. Mills ne cherche pas à résoudre le problème de la criminalité organisée, de ses origines ou de ses causes. Il veut juste récupérer sa fille en un seul morceau pour que tout redevienne comme avant. Et d'ailleurs, tant pis pour la copine. Les parties que j'ai menées à Nanochrome, en campagne à la maison ou sur des one-shots ou en convention, ont toujours eu de drôles de conclusions à cause de ce phénomène. Les joueuses commencent à enquêter, montent un dossier en suivant les règles et les critères de format du reportage de Panopticon, et à un certain moment, s'occupent elles-mêmes du problème. Souvent, il faut admettre qu'il y a des urgences humaines. Des gens sont en danger ou souffrent en attendant que la situation change. Mais entend-on parler de journalistes qui, enquêtant sur l'exploitation des ouvriers au Mexique, commencent soudain à sortir les flingues pour tuer de méchants cadres américains et leurs gardes du corps, au prétexte de sauver les travailleuses du maquiladora? Généralement, ils se contentent de ramener de belles images pour faire pleurer dans les chaumières, les corporations jurent qu'elles ne savaient pas et qu'on changera les choses promis, et les journalistes sont libres de retourner sur place quelques années plus tard pour refaire les mêmes images. En jeu de rôle d'aventure, ça n'a pas d'importance, mais on n'est plus dans la politique, seulement dans l'indignation immédiate, la satisfaction du désir, l'instantanéité du plaisir de jeu. Donc, troisième partie, politique et aventure. Alors, peut-on en déduire que politique et aventure ne sont pas miscibles? Tout d'abord, comme on parle de JDR, on peut commencer par poser la question du propos et du gameplay. On peut concevoir un jeu pour y inclure des éléments politiques, obliger les joueuses à les utiliser et à réduire les possibilités mécaniques de tuer 50 méchants par partie sans trop se mouiller sa chemise. On peut travailler la question de la frustration, voire du passage du temps pour établir des ellipses de plusieurs années entre deux événements marquants. Mais est-ce encore du jeu d'aventure? Y retrouve-t-on la gratification que les joueuses recherchent? Se font-elles plaisir? Disons-le clairement, c'est pas grave de ne pas mettre de politique dans son jeu de rôle. En vérité, on ne met pas beaucoup de politique dans nos vies de tous les jours, tant que ça ne devient pas une espèce de réflexe autonome. Aujourd'hui, qui oublie de trier ses déchets? Mais pour autant, on continue d'acheter des fringues à pas cher, alors qu'on sait qu'elles sont fabriquées dans des sweatshops au Bangladesh. Toutefois, si le meneur de jeu et les joueuses le souhaitent, sans forcément en faire le point focal du jeu, il est malgré tout très facile et très intéressant d'intégrer effectivement des questions politiques, un vouloir le monde dans les parties. Il est toujours possible de remettre en cause l'univers proposé par le meneur de jeu, et c'est même facilité par le jeu d'aventure lui-même. C'est certes violent, mais si un régime ne vous plaît pas, il y a toujours la possibilité de l'abattre à coups d'épée et de fouler de sa sandale les tombeaux des rois. C'est politique et gratifiant. C'est totalement interdit dans la vraie vie. On peut aussi rappeler que l'action sans le soutien de l'information n'a jamais donné de bons résultats, non plus que l'inverse. Les brigades rouges étaient persuadées de faire le bonheur des ouvriers, mais ont souffert du syndrome de Lorenzaccio. Personne n'a compris pourquoi ils se battaient. De même, John Oliver, sur HBO, enchaîne les émissions sur Trump depuis 2 ans, et ça n'a pas empêché ce dernier d'être élu. L'apartheid est tombé parce que les gens en ont parlé, puis parce que d'autres ont boycotté le pays. Les Noirs américains sont descendus dans la rue, mais leur appel a aussi été relayé par les médias blancs. Toute lutte victorieuse visant à changer le monde doit emprunter ces deux chemins. Le capitalisme l'a bien compris. Changer les mentalités par la publicité et les médias dominants et casser les rapports sociaux en envoyant des politiques au front des négociations sociales. En fait, maîtriser des parties de jeu de rôle est aussi une bonne manière de militer par petits bouts. Quand une joueuse débutante prend un ganger en étage pour menacer le chef des gangers et promet de lui mettre une balle dans la tête, c'est le moment de lui rappeler qu'elle est censée être dans le camp des gentils et que les gentils n'assassinent pas de sang-froid. Et le chef des gangers est très bien placé pour le lui dire, surtout s'il lui-même n'est pas un assassin, mais le chef de la résistance face à un conseil municipal corrompu. Conclusion. En conclusion, il appert qu'au-delà de leur apparente nature conflictuelle, la politique, la défense de principes et de valeurs fortes, et l'aventure, le plaisir immédiat et primaire, peuvent coexister autour d'une table de jeu avec finalement peu d'efforts à fournir. Le cortex et l'hypothalamus enfin réunis dans un même élan.
Bien que les résultats aient parfois été étranges, peu de reportages ont effectivement été au bout ou ont été diffusés dans mes parties, le mélange politique et aventure de Nanochrome a toujours bien fonctionné avec les limites exposées ici. On n'est pas dans le temps long et les joueuses prennent souvent les affaires en main pour régler elles-mêmes le problème qu'elles découvrent. D'autant plus rapidement qu'il y a des vies humaines en jeu. Le meneur de jeu peut néanmoins explorer de nombreux sujets d'anticipation et soulever des questions sociales, économiques, ethniques intéressantes. L'idée de jouer des journalistes de Panopticon était exactement de cet ordre, proposer les mêmes types de missions, enquête, infiltration, baston, etc., que pour les mercenaires des rues, mais avec des objectifs différents, liés au monde des idées plus qu'au monde matériel. En fait, ce principe est très facile dès lors à explorer dans de nombreux jeux d'aventure, y compris dans Donjons et Dragons par exemple. Notamment parce que le système d'alignement est déjà une affirmation de valeur politique forte, malheureusement rarement utilisée comme telle. Il s'agit principalement de remettre en cause les évidences, les préjugés, et de jouer contre les habitus. Cela donne en vérité de tout nouveaux objectifs aux personnages. Il ne s'agit plus de sauver la princesse ou d'affronter le seigneur des ténèbres, pour l'or et la gloire, ou simplement pour ramener la paix dans un royaume à jamais pareil, mais peut-être de comprendre les conditions qui ont amené le méchant à se rebeller contre l'ordre des paladins loyaux de la région. Est-ce un simple criminel ? Est-ce un extrémiste religieux ? Et si oui, à quel moment est-ce qu'il a basculé dans cette désillusion ? Est-ce un résistant remaquillé en terroriste ? Et puis, n'oublions pas que les gobelins aussi ont une famille. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour ton intervention. J'ai plein de questions et puis éventuellement de choses sur lesquelles je voudrais interpeller. Au début, tu dis que les gens n'ont pas forcément envie de parler de politique pendant leur pratique du jeu. Est-ce que c'est pas plutôt qu'ils n'ont pas envie de parler d'idées politiques qui ne sont pas les leurs ? Parce que je pense qu'il me semble qu'à un moment tu le sous-entends dans ce que tu dis par rapport au capitalisme et au repas, c'est que souvent quand on dit j'ai pas envie de parler de politique, c'est juste qu'on est confronté à des idées qui sont différentes des nôtres, et en fait c'est plutôt la confrontation qui me semble être le problème que simplement le fait de parler de politique. Et alors, je réponds vite sur cette première question. Je pense que c'est un problème, c'est ce que je soulignais par le problème d'intimité. C'est ça que j'entends aussi, quoi. C'est-à-dire que des fois tu veux pas parler politique ou faire parce que c'est du domaine de l'intime. C'est du domaine de choses que tu n'as pas forcément envie de partager. Toi, voilà. Enfin, il y a des moments où tu n'as pas envie de dire. Des fois la parole se libère, des fois on sait parce que voilà, mais en réalité il y a plein de gens pour qui c'est un domaine extrêmement intime, extrêmement une chasse réservée, et puis effectivement des fois on n'a pas du tout la même approche du monde. Quand le MJ est plutôt très de gauche et présente des choses avec un biais marqué, si autour de la table tu as des gens qui sont clairement LR, ça coince. Vraiment, enfin, pour l'avoir testé, ça coince, c'est évident. Donc il vaut mieux avoir une vraie table LR dans laquelle tous les agents, le MJ est LR et les joueurs jouent des agents corporatistes et ils s'éclatent comme des salauds parce qu'ils imposent leur vision du monde et ils ont les moyens de le faire et c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est leur table de jeu, ils peuvent le faire. Ça reste de la politique et ça reste du vouloir changer le monde ou de vouloir imposer son idée au monde, mais chacun le fait à sa... moi j'ai pas de problème avec ça, enfin, pas à ma table, c'est tout. Ouais. Et alors c'est pas pour t'embêter, mais moi je suis un indécrottable optimiste. Est-ce que tu penses pas dans certains cas, il y a des gens qui iront chercher des expériences de jeu justement parce qu'elles mettent en jeu l'intime et éventuellement le politique? Alors, le seul exemple qui me vient à l'esprit, malheureusement, il n'est pas du domaine du jeu de rôle, il est du domaine du jeu vidéo. À une époque, il y a eu une grosse guerre entre Metal Gear Solid et Silent Cell. Et moi, je sais que j'ai toujours préféré les jeux Metal Gear Solid parce que justement, eux, ils mettaient en scène pas seulement une aventure de super espion technique, mais ils allaient me chercher sur des sujets intimes, pour le coup, ou politiques. Alors, moi, clairement, à mes tables, les sujets politiques sont abordés et les joueurs sont dedans. Et je joue aussi avec des gens qui militent par ailleurs. Donc c'est plus en convention qu'on va trouver, justement, ça rejoint le problème de l'intime, etc., où ça va être plus... mais en fait, encore une fois, c'est comme pour tout, c'est-à-dire qu'il y a un curseur. Il y a un curseur de jeu, du full politique, où on va accepter le temps long et la difficulté, etc. Et puis un curseur où on va être vraiment dans full aventure,
Mais en réalité, la plupart du temps, on est au milieu, c'est-à-dire qu'on est indigné, on tente de changer les choses, on veut faire les choses, et puis à un moment donné, on se rend compte que si on le fait pas soi-même en groupe et qu'on prend pas les choses en main, on n'y arrivera pas. Et ça passe à la fois par les reportages, ça passe par l'intervention sur le terrain pour effectivement, si on apprend que il y a des gamines qui appartiennent à un réseau, etc., de prostitution ou autre. On va monter un dossier pour montrer comment les corporations agissent pour favoriser ce truc-là et le monnaie en sous-main pour le plaisir de leur cadre supérieur. Et en même temps, les joueuses vont pas hésiter à aller faire le coup de feu pour les libérer et éliminer la menace immédiate, quoi. Donc on est sur cette double au maximum. Enfin, on essaye en tout cas.